Bonjour à toutes et à tous. Nous n'allons pas respecter le quart d'heure orléanais. Voilà, vous êtes fidèles et à l'heure, hein, et notre ami Jean Garrigue aussi. Donc, nous allons profiter au maximum de sa présence. Alors, ce qui est bien avec Jean Garrigue, c'est qu'on n'a pas besoin de le présenter. D'abord parce que tout le monde le connaît. Puis ensuite, comme vous le savez, il nous fait l'amitié de venir régulièrement ici, à la faculté de droit, économie-gestion, où il est chez lui, hein, à l'université d'Orléans, où il est depuis longtemps, maintenant. Quelquefois, je me demande si je ne suis pas plus chez moi si, ici qu'à la faculté de lettres qui est là-bas. Voilà, c'est ça. Bah, surtout que les sujets, alors on va venir au cœur du sujet très vite, les sujets que tu évoques, effectivement, sont tout à fait à l'interface, hein, du droit constitutionnel, du droit administratif, voilà, de l'histoire du droit, et bien sûr de l'histoire politique contemporaine, qui est ta spécialité. Alors, et la tienne aussi. Donc, je me suis permis de t'inviter, et tu as tout de suite, avec enthousiasme, répondu positivement, en fait, pour deux ouvrages. Alors, il y en a un sur lequel on va se centrer, mais on ne s'interdit pas, bien entendu, et avec vos questions, évidemment. Il y avait un bel article, une belle interview que tu as donnée dans La République du Centre il y a quelques jours, qui portait essentiellement sur le deuxième, donc celui-ci, hein, une histoire érotique de l'Élysée, de la Pompadour au paparazzi. Voilà. Qui est aussi une forme d'incarnation, d'ailleurs particulièrement réussie, j'ai contribué de la République. Et c'est vrai que les deux ouvrages sont complémentaires, finalement. Hein. Bon, je les ai lus à la suite, même si le premier est paru il y a quelques mois. Ouais. Celui-ci vraiment très récemment, hein, c'est début octobre. Voilà, c'est ça. Mais j'ai trouvé qu'ils se complétaient beaucoup. Il y a vraiment, hein, une sorte de jeu d'interaction, hein, puisque, bien sûr, jusqu'à présent, il n'y a eu que des hommes à l'Élysée, et qui ont incarné la République. À Matignon, il y a eu une femme, et tu l'évoques d'ailleurs, Édith Cresson, qui a été très maltraitée, on peut le dire, hein, de manière assez ignoble à l'époque, en particulier par les médias télévisés. On se souvient du fameux Bébête Show, qui était vraiment le degré zéro, hein, de la critique, si j'ose dire, et au niveau humour, c'était en dessous de zéro, même, certainement, avant le réchauffement climatique. Et donc, ici, il y a aussi, bien sûr, l'aspect féminin d'incarnation du pouvoir que tu évoques. Alors, comme chacun le voit ici, nous sommes dans ce très bel amphithéâtre Simone Veil, hein, qu'on a inauguré il y a quelques mois en présence de quelqu'un que tu connais très bien, Jean-Louis Debré, hein, qui adore les Marianne aussi. Voilà. Oui, donc, l'incarnation de la République. Voilà. Et donc, on est très content de cela. Et précisément, ça sera justement ma première question, hein, pour lancer cette conférence-débat. Marianne a incarné la République. Un sondage que tu cites, hein, dans La République incarnée montre que Simone Veil est la seule femme, hein, quand on interroge les Français, je crois que c'est un sondage de 2012-2013, hein, c'est la seule véritable icône féminine de la Ve République. Alors pour la 4e, dont on reparlera tout à l'heure, tu évoques, hein, des figures importantes et très populaires à l'époque. On a oublié Germaine Coty, hein, voilà, Madame Sanguène, hein, qui a eu une très grande popularité. Quelle place pour les femmes dans l'incarnation de la République ? D'abord, merci à toi, Pierre, de me recevoir, et merci à vous d'être là. Et je vois qu'il y a autant de dames, et peut-être même plus que d'hommes. Je me réjouis de cette parité. Pour répondre à ta question, j'ai réfléchi justement à cette question fondamentale. Bon, la réponse est très simple, hein, vous la connaissez tous, c'est que évidemment les femmes ont très longtemps été écartées des sphères du pouvoir politique. Et c'est pas un hasard si elle n'a obtenu le droit de vote qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que très très longtemps le vote des femmes était identifié à une sorte de mainmise de l'Église sur ce vote, et donc à un danger pour la République, que Valéry Giscard d'Estaing n'aurait pas été élu président en 1974 si les femmes n'avaient pas voté. Donc, certains s'en réjouissent, d'autres le déplorent. Enfin bref, il y a forcément... Il les regardait beaucoup. Il les regardait beaucoup. Et au fond des yeux, j'en parle beaucoup dans l'histoire érotique de l'Élysée. Le surnom que lui avait donné le Canard enchaîné, Valérie Folamour, n'était pas usurpé. Et c'est pas simplement la camionnette du laitier qui a provoqué ce surnom, c'est qu'il avait effectivement beaucoup de goût. Et finalement, bon, on s'écarte un peu du sujet, mais il avait une sorte de frénésie de séduction
Et je dirais même que sa campagne électorale était une campagne de séduction de l'ensemble du public, et notamment des femmes. Et que dans les meetings, il portait son regard toujours sur les femmes, parce que finalement, ça nourrissait, je pense, son imaginaire, peut-être sa libido, et ça lui donnait ce sentiment de surpuissance que confère ensuite le pouvoir élyséen. Mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. On reparlera d'Alice Saunier-Séité tout à l'heure, qui a beaucoup fait fantasmer Valéry Giscard d'Estaing. De Marlène Jobert, ministre des Universités, comme chacun s'en rappelle. De toutes celles qu'il a, et de Lady Di, bien sûr, à laquelle il consacre quelques lignes enfin plus qu'une ligne, dans un ouvrage de fiction, mais aussi quelques lignes qui ont été censurées et que je cite dans mon livre. Et donc vous verrez, si vous faites le plaisir d'acheter ce livre, qu'elle s'était, assez leste, et je dirais même très chaude. Bref. Pour revenir à ces incarnations de la République, d'abord, il y a une première chose, c'est que l'allégorie républicaine, l'allégorie de la République est une femme, c'est Marianne. Donc elle occupe déjà un champ symbolique que d'autres femmes ont eu plus de mal à occuper. Alors l'allégorie de Marianne, elle a pris différentes formes, elle est protéiforme, elle est multiple selon les sensibilités politiques. Certains la représentent avec un bonnet phrygien, d'autres la tête nue, d'autres encore des poitraillés, ou d'autres au contraire très, très, très chaudement vêtus. Enfin bref, il y a énormément d'allégories de la République, et puis donc très très peu de femmes qui ont pu, aux yeux de la collectivité, puisque c'était ça qui m'intéressait, c'était de montrer comment, à certains moments de notre histoire, certaines personnalités, certaines figures politiques avaient pu incarner les valeurs que représente la République. Évidemment, ça a été très compliqué pour les femmes. On pourrait évoquer peut-être l'image d'une Louise Michel, par exemple, mais pour une partie des Français, ce qu'on pouvait appeler à l'époque le peuple de gauche, a quand même incarné quelque chose, celle qu'on appelait la Vierge Rouge de la Commune, cette institutrice qui s'était passionnée donc pour l'anarchie, puisqu'elle était véritablement anarchiste, et qui avait été une des figures de proue de la Commune de Paris. Et on peut dire qu'elle a, pour la gauche française, et encore aujourd'hui pour une partie des militants de gauche, incarné quelque chose de ces valeurs républicaines. Et un homme comme Clémenceau, qui lui aussi a été une figure d'incarnation, avait énormément de respect, voire d'affection pour Louise Michel, qu'il a d'ailleurs défendu, qu'il a voulu faire amnistier au lendemain de la Commune de Paris, enfin quelques années après la Commune de Paris d'ailleurs. Donc une figure comme celle de Louise Michel pourrait être évoquée. Peut-être quelqu'un... George Sand, effectivement, George Sand, un peu plus tôt, George Sand en 1848, qui était très proche, mais je fais commencer mon livre en 1871, c'est pour ça que je n'ai pas parlé de George Sand, mais George Sand, effectivement, qui était très proche du pouvoir politique au moment de la Seconde République, en 1848, qui était très proche de Ledru-Rollin, et qui était une des figures politiques de ce moment, parce qu'elle était aussi un grand écrivain, a pu incarner quelque chose de la République. Voilà, elles sont peu nombreuses. Peut-être qu'une figure comme celle de Marie Curie, qui, comme grande figure de savants et d'intellectuels, ayant été panthéonisée, Marie Curie, elle est aussi une figure qui a pu quelque part incarner une forme d'intégration, puisque je rappelle qu'elle était étrangère, une forme d'intégration à ces valeurs républicaines qu'elle a portées très haut, en tant que sa renommée de savante lui donnait cette forme d'assimilation. Donc voilà, c'est vrai, on chercherait en vain des femmes qui ont pu prendre figure d'incarnation collective, et c'était ça qui m'intéressait. Alors, comme tu l'as rappelé, Jean, tu commences ton livre sur la République incarnée, donc de Gambetta à Macron. Alors Gambetta, figure absolument passionnante et dont tu es l'un des meilleurs spécialistes. Il y a un paradoxe, Gambetta, que tu expliques très bien, puisque Gambetta a été très critiqué de son temps comme dictateur. Ça peut surprendre, mais dictateur à la romaine. Tu vas nous expliquer, dictateur pendant le gouvernement de la Défense nationale, en 1870. Et donc la lutte jusqu'au bout contre l'envahisseur prussien. Et puis ensuite, il a pris une figure d'incarnation très modeste, que tu montres très bien, de commis voyageur de la démocratie. Donc voilà,
comment Gambetta a été une sorte d'incarnation, mais multiforme, de la République. Oui, j'avais déjà pas mal parlé de Gambetta lorsque j'ai fait un livre il y a quelques années sur la fascination pour l'homme providentiel et qui a des résonances évidemment avec ce livre sur la République incarnée. En fait, ce que j'ai voulu faire, juste pour expliquer à ceux qui nous écoutent, dans ce livre sur la République incarnée, c'est essayer de montrer comment, au début de la Troisième République, dans cette époque fondatrice, de rupture avec le Second Empire, de création d'un système qui, au fond, est le nôtre, même s'il a beaucoup évolué, mais c'est la démocratie parlementaire et libérale, en fait, celle de la démocratie représentative, s'était dessiné des figures qui, je veux dire, allaient au-delà même de l'homme d'État ou de la personnalité politique, qui pour les Français, faisaient véritablement figure d'incarnation, c'est-à-dire qui donnait de la chair à un régime politique en train de se mettre en place. Et il m'a paru assez paradoxal et amusant d'identifier trois figures, finalement, à travers leurs obsèques. La première est celle d'Adolphe Thiers, on y reviendra tout à l'heure. Adolphe Thiers qui, bien qu'ayant cette réputation, qui n'était pas usurpée d'ailleurs, de massacreur de la Commune de Paris, a été en son temps une figure extrêmement populaire pour 95% des Français, ceux qui n'avaient pas été communards, parce qu'il était identifié comme le libérateur du territoire, et qui, lorsqu'il est mort en pleine campagne électorale en 1877, où il défendait la République contre l'ordre moral, contre les monarchistes qui voulaient la renverser, eh bien, a été acclamé, idolâtré par une grande partie des Français. 2 millions de personnes dans les rues de Paris pour ses obsèques, c'est bien plus que pour Jacques Chirac ou pour Johnny Hallyday. Et quelque chose qui a été à ce moment-là véritablement un moment je dirais, de ferveur républicaine autour d'Adolphe Thiers, qui pourtant, au départ, 3 ou 4 ans plus tôt, faisait encore figure de monarchiste, orléaniste, libéral, qui ne comprenait pas le peuple. La deuxième figure, c'est celle de Victor Hugo, dont je parle aussi beaucoup dans le livre, parce que Victor Hugo, ce grand écrivain, a mis toute sa notoriété au service de la République, au début de la Troisième République, et que ses obsèques et sa panthéonisation directe en 1885, là, ont été la plus grande manifestation politique, c'est simple, du 19e siècle. Puisque là, c'est pas 1 ou 2 millions, c'est peut-être 3 millions de personnes qui se sont pressées pour les obsèques de Victor Hugo, que je décris assez longuement d'ailleurs dans le livre, et je décris aussi d'ailleurs la fête qui lui a été donnée en 1881, où il a été aussi là acclamé. C'est là qu'on a créé l'avenue Victor Hugo, on a débaptisé une avenue pour lui. Bref, c'est quelqu'un qui a véritablement incarné, alors quelque chose de différent d'Adolphe Thiers, et c'est là que je veux en venir. Adolphe Thiers incarne une sorte de père rassembleur, quelqu'un qui a compris ce que pouvait être une république stable, modérée, lui il appelait conservatrice, et rassembler au fond un maximum de Français autour de cette idée. Ce que incarne Victor Hugo, c'est le rêve de fraternité universelle, fraternité d'abord de la collectivité nationale, et la manière d'ailleurs dont il défend les communards, l'amnistie des communards le montre. Il veut là aussi que le monde futur soit un monde de fraternité, où les petits s'occupent des grands et les grands s'occupent des petits, où il rêve même d'une Europe démocratique et fraternelle, qui tourne le dos à la guerre de 70. Donc il incarne la part du rêve, qui est toujours nécessaire dans toutes les étapes de notre République. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, beaucoup se plaignent que cette part est totalement disparue. Donc il y a Victor Hugo. Et puis il y a une troisième figure, et j'y viens pour me rattacher à ta question, qui est celle de Gambetta. Parce que Gambetta, incontestablement, lui, il meurt tragiquement en nettoyant son revolver. Il s'est tiré une balle dans le bras, ça s'est infecté, etc. Il est mort au début de l'année. Il y a déjà des théories complotistes à l'époque. Déjà beaucoup qui disent que voilà, soit c'est sa maîtresse Léonie Léon qui lui aurait tiré dessus, soit en fait tout simplement il y a eu une infection. Il est mort tout début de l'année 1883 prématurément. Et là aussi, ces obsèques sont grandioses, comme pour celle de Thiers, comme pour celle de Victor Hugo. Et au fond, à partir de ces obsèques, dont je me rends compte en regardant la presse de l'époque, qu'elles sont
au-delà même de la célébration d'un personnage, une auto-célébration de la République, je vois bien que ces hommes-là ont incarné chacun une part de la République. Et donc pour Gambetta, je crois que c'est le principe au fond d'égalité républicaine, de cette ferveur qu'il incarnait d'une République pour tous. Il parlait notamment des couches nouvelles qui allaient construire la République. Au fond, les couches nouvelles, les couches moyennes, cette ossature de couches moyennes qui était en train de structurer la société française. Et donc Gambetta m'est apparu aussi comme une personnalité emblématique. Et ce qui était amusant, ce qui était symptomatique, c'est que si vous réunissez ces trois figures, la liberté, l'égalité et la fraternité, vous avez le triptyque républicain, et vous avez finalement une sorte de condensé de ce qui a secoué, remué les foules républicaines à cette époque. Et donc Gambetta, le paradoxe, effectivement, comme tu le dis, c'est que c'est un pur républicain, c'est-à-dire quelqu'un qui considère que la République est l'affaire de tous, et qui va donc sillonner la France pendant des années, au point qu'on l'appelle le commis voyageur de la démocratie, qu'il va faire des discours un peu partout qui durent 3 heures, il sort de là complètement épuisé, très souvent malade, pour présenter à ces Français qui, à l'époque, nous sommes dans les années 1870, sortent du Second Empire et qui sont encore bonapartistes pour la majorité d'entre eux, pour leur dire, mais regardez, la République, elle ne va pas vous prendre votre argent, violer vos femmes comme on vous l'a présenté pendant des années. La République, c'est un régime de stabilité, c'est un régime surtout qui va précisément vous amener la liberté, l'égalité, la fraternité. Et tous ces discours baignent dans ce climat d'une unanimité ou de quelque chose de collectif, où on se reconnaît dans la République. Et le paradoxe, c'est que ce personnage qui veut toujours construire ce collectif républicain, eh bien, il est très souvent considéré comme une sorte d'homme providentiel, adulé, idolâtré par les uns et les autres. Il y a même un almanach Gambetta, qui est publié avant sa mort, où finalement on suit toute l'année, jour par jour, autour des actes, des actions et des préceptes de Gambetta. Il est acclamé lorsqu'il va au théâtre, lorsqu'il va dans un magasin. Tout le monde se rue sur lui comme si c'était une star d'aujourd'hui, Georges Clooney. Bon, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, si François Fillon va dans un magasin, il va être acclamé. Bon, il pourrait prendre une veste. Il prendrait plutôt, effectivement, pour acheter une veste. Enfin, il n'avait pas besoin de les acheter. C'est ça. On les lui offrait. Bon, bref, Gambetta est une figure qui est une sorte de héros malgré lui. C'est-à-dire que chaque fois qu'on l'applaudit, il dit « mais c'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est la République ». Voilà. Il est fidèle à cette notion-là, justement, d'égalité entre tous les républicains. Et pourtant, il est figure d'incarnation. C'est-à-dire que les gens ont besoin de se reconnaître en lui. Et d'ailleurs, beaucoup de gens le disent à l'époque, la République, c'est Gambetta. Voilà. Ce que tu montres très bien, effectivement, c'est qu'à partir de personnages extrêmement différents et politiquement situés, Thiers, qui était un ancien orléaniste, et un vieux routier de la politique, et Gambetta, qui a commencé à l'extrême gauche, radical, le discours de Belleville, etc. En fait, il y a une convergence pour ancrer la République et rassurer les Français. Ils font campagne ensemble en 1877, ils se sont beaucoup combattus, critiqués, insultés même, et ils se retrouvent en 1877 pour l'essentiel, c'est-à-dire défendre ce système de démocratie parlementaire et libérale qu'on appelle République, qui est en train de se constituer, puisque, vous savez, ça a pris 5 ans. Gambetta proclame la République au balcon de l'Hôtel de Ville le 4 septembre 1870, et c'est seulement en janvier 1875 qu'est proclamé ce fameux amendement Vallon, qui nous a réunis pour des colloques et des expositions avec Pierre, et que sont votées les lois constitutionnelles qui instaurent cette République, et puis ensuite toutes ces lois de liberté, liberté de la presse, liberté d'expression, liberté d'élection des maires, qui vont venir compléter cette panoplie sur laquelle, qui est le socle de notre République d'aujourd'hui. Il ne faut pas s'y tromper. Et quand je vois menacer ce socle, y compris par des mouvements sociaux d'ampleur comme celui des Gilets jaunes, contester ce socle de notre démocratie représentative, j'ai un petit peu mal à mon Gambetta ou à mon Victor Hugo. Alors tu as bien montré donc la force de ce triptyque très complémentaire, Hugo, l'idéal, la fraternité, etc., Thiers et puis Gambetta.
Et ce qui est très frappant dans ton livre, parce qu'ensuite tu évoques la République des 4 Jules, oui. La République des Jules, donc en particulier Jules Ferry, bien sûr, que tout le monde connaît, Jules Grévy, Jules Favre, qu'on connaît beaucoup moins aujourd'hui. Enfin, bon. Pourquoi cette République des Jules a eu vraiment un problème d'incarnation, n'a pas réussi finalement, comme l'avait fait Gambetta ou Thiers, à incarner la République. Bon, en particulier, et là peut-être que certains de nos auditeurs vont être surpris, Ferry avait beaucoup de qualités pour incarner la République, mais il lui manque quelque chose. La greffe n'a pas pris, à l'époque en tout cas, hein, c'est ça qui est paradoxal, parce que quand on pense à la fondation de la République, on pense immédiatement, bon, il y a les deux noms qui viennent, c'est Ferry et Gambetta, et peut-être encore plus Ferry, comme le père de l'école laïque républicaine, etc. Tu le rappelles d'ailleurs, le président Hollande avait rendu hommage un peu ambigu d'ailleurs. Un peu ambigu, qui a été fort critiqué, parce qu'on voyait aussi en Jules Ferry le colonisateur, ce qu'était aussi d'ailleurs Gambetta et la plupart des hommes politiques de cette époque qui considéraient la colonisation comme une sorte de prolongement du projet républicain. Évidemment, avec le recul du temps, ça nous apparaît suranné, injuste. Un homme, d'ailleurs, l'a dénoncé à l'époque, c'était Georges Clemenceau. Et les affrontements entre Clemenceau et Jules Ferry en 1885 sur la question de la colonisation, Clemenceau, qui est un admirateur des civilisations, notamment orientales, voit bien à quel point le concept d'une civilisation qu'on va exporter vers d'autres, soi-disant inférieures, est un concept totalement artificiel et refuse de se plier à cette injonction. Mais il faut bien dire qu'à l'époque, cette injonction, elle est partagée par beaucoup d'hommes politiques, y compris par Jules Ferry. Alors pourquoi Jules Ferry, dont l'œuvre est quand même le poids politique est quand même très important à l'époque, pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à incarner les obsèques de Jules Ferry sont beaucoup plus anonymes dans les Vosges que celles de Hugo et de Gambetta dont je viens de parler. Il n'y a pas du tout la même ferveur, la même célébration. Il est très critiqué pour des tas de raisons. Il est critiqué parce qu'il a été le préfet de la Seine au moment et le maire de Paris au moment de la commune de Paris, et que les restrictions ont fait qu'il était considéré comme l'affameur des Parisiens, alors que c'était très injuste. Il est ensuite considéré comme celui qui a lancé des grandes expéditions coloniales qui ont coûté beaucoup d'argent et fait un certain nombre de victimes. Ferry-Tonquin. Bon, et puis surtout, il y a ce problème qui tient à l'incarnation. Et Dieu sait que c'est ce que j'ai essayé de montrer, à quel point c'est important d'avoir une personnalité, un charisme, une identification qui permet au plus grand nombre de se reconnaître en vous. Et Jules Ferry, ça ne passait pas. Autant Gambetta, le méridional, était de Cahors, était quelqu'un d'emporté, de sympathique, immédiatement sympathique, même s'il était borgne. C'était quelqu'un qui emportait la décision dans ce flot d'éloquence qui était le sien. Autant Jules Ferry, qui pourtant est un grand orateur, très classique, très posé, mais ne dégage rien, a une image de grand bourgeois un peu austère, et tout ça fait que la greffe ne prend pas. Donc un austère qui se marre un peu. Un austère qui se marre, ça fait penser à quelqu'un. Voilà. Il y a un peu de Jospin dans cette... Jules Ferry, grand bourgeois protestant, intègre. Alors son frère était un peu moins intègre que lui. Charles Ferry, beaucoup trafiqué aux colonies, etc. Mais lui, c'est quelqu'un qui est sans reproche, sans peur et sans reproche. Il va combattre en 1889 le mouvement boulangiste, qui est un peu l'ancêtre de nos courants populistes d'aujourd'hui, avec défendre pied à pied, au nom de la République, vraiment avec beaucoup de courage. Et malgré ça, lorsqu'il va disparaître en 1893, il n'a pas du tout les hommages, les honneurs qui ont été ceux de Gambetta, de Victor Hugo ou même d'Adolphe Thiers. C'est une grosse injustice contemporaine qui va être ensuite, évidemment, rattrapé par la postérité, qui va alors souligner au contraire son rôle très important dans la construction d'une école laïque, publique, gratuite et obligatoire, quelque chose parce que cette fondation de l'école publique va être un des piliers justement du vivre ensemble républicain, et être quelque chose qui va être une sorte de fil conducteur de notre histoire républicaine. Donc il va y être associé, mais je dirais post-mortem, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu cette célébrité des autres de son vivant. Et un peu, effectivement, tu le dis très bien, comme Jean Zay,
il a été réduit finalement à la C'est part vrai. éducation nationale, instruction. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et Sauf que jusqu'à récemment. oui, c'est vrai. Alors, et post-mortem, là aussi, Jean Zay, Exactement. de plus en plus, Voilà. est reconnu par la postérité, par l'histoire et par la mémoire, d'ailleurs, les deux. Bon, la différence, c'est que Jules Ferry pèse encore plus sur son époque que Jean Zay, même Tout à fait. si Jean Non, Zay a eu bien un sûr. rôle très important, a été ministre non seulement sous le Front populaire, mais après, sous Daladier, etc. On oublie souvent, Mais, d'ailleurs. ce qu'on oublie, mais Jules Ferry, à l'époque, c'est quand même le leader de la famille républicaine, et c'est très étonnant de voir à quel point il a du mal à être véritablement reconnu, à susciter l'empathie. Alors regardez, comment dire ça, la complexité de ces phénomènes d'empathie, de reconnaissance, avec la mort, la disparition de Jacques Chirac récemment, dont tout le monde a considéré comme ce président plein d'empathie, de proximité, etc., mais qui... on en a beaucoup quand même oublié au moment de ces célébrations, à quel point, de son vivant, lorsqu'il était président, ses taux de popularité sont chutés très très bas à la fin de ces deux présidences, à quel point il était quand même empêtré dans un certain nombre de scandales liés au financement occulte du RPR, en tant que maire de Paris, et je ne parle même pas de sa vie privée, que j'évoque beaucoup dans l'histoire érotique. Ah oui, là, il y a de quoi faire. Mais qui est assez... Oui, oui. assez Et son successeur s'est fait élire sur le concept de roi fainéant. Oui, c'est voilà. ça. Nicolas rupture avec le roi fainéant. Nicolas Sarkozy ne s'est pas privé de dénoncer l'immobilisme de Jacques Chirac. Et si l'on faisait un classement de l'efficacité et du bilan de nos présidents, il n'est pas sûr que Jacques Chirac apparaîtrait comme un des plus importants. En revanche, il a su... faire figure d'incarnation. Incarnation de quoi? Ça, c'est autre chose. Alors, d'autres figures d'incarnation qui parlent beaucoup moins, je pense, au grand public aujourd'hui, à part peut-être à des étudiants en droit devant lesquels on évoque la Constitution Grévy. Ah oui. Alors, nous avons un collègue et ami, Jérôme Grévy, excellent professeur d'histoire contemporaine à l'université de Poitiers, et qui descend donc de Jules Grévy. Grévy, donc, chef de la nation, tu le rappelles très bien, lui plutôt populaire, au début en tout cas de son premier mandat, inflexible, austère républicain, était déjà républicain en 1848, déjà hostile justement à l'institution présidentielle et surtout à l'élection directe du président, suffrage universel. Donc un peu une sorte de, si tu me le permets, premier président normal, un peu. Un petit peu, bon, il faut, mais anti-Gambetta en tout cas, sur tous les plans. Mais par rapport à François Hollande, avec quand même la sympathie en moins, je veux dire que et le côté débonnaire de Hollande, puisque Jules Grévy était quelqu'un d'extrêmement austère. On précise là qu'on est en train un peu de remonter le temps, parce que dans ce livre, ce que j'essaye, c'est de partir de ces trois figures d'incarnation que sont Thiers, Gambetta et Victor Hugo, et d'essayer de voir ensuite comment ça s'est décliné, comment ceux qui ont occupé l'Élysée ou les fonctions de pouvoir, parce que sous la Troisième République, le pouvoir n'est pas à l'Élysée, il est plutôt à la présidence du Conseil ou même à l'Assemblée, ce qu'on appelait la Chambre des députés à l'époque. Bref, comment des hommes ont pu incarner à la fois cette idée de rassemblement, le patriotisme de Gambetta, j'ai oublié de le dire quand même, parce que Gambetta, c'est avant tout celui qui est considéré comme le combattant de 1870, le patriote ultime. Donc il y a cette idée de patriotisme qui est très très forte pour construire l'incarnation, et puis aussi le rêve de Victor Hugo. Donc j'essaie de remonter le temps, et je m'intéresse à Jules Grévy, puisque c'est lui qui a succédé à la fois à Adolphe Thiers et à MacMahon, qui lui n'était pas du tout républicain, donc il est hors champ. Et Jules Grévy est le premier président républicain de la Troisième République. Bon, le problème, c'est que Jules Grévy, lui aussi, comme Jules Ferry, ne passe pas du tout dans l'opinion, qui ne se rend pas du tout compte de l'importance d'incarner, justement, par rapport c'est-à-dire qu'il reste cloîtré à l'Élysée, ne sort jamais, ne diffuse pas du tout son image, ses discours, considère que il suffit d'être là, de défendre la République pour que les gens le suivent, et donc ça lui donne une notoriété extrêmement faible, les gens ne le connaissent pas, ne l'aiment pas, et puis alors surtout il est rattrapé par un scandale retentissant, qu'est-ce qu'on appelait l'affaire des décorations, en 1887, où on se rend compte que son gendre,
qu'il a installé comme son principal collaborateur à l'Élysée, qui était lui-même un député républicain, qui s'appelait Daniel Wilson, d'origine écossaise, son gendre, qui avait épousé donc Alice Grévy, la fille du président, a organisé tout un système de corruption à l'intérieur du palais de l'Élysée et monnaie des décorations, notamment de la Légion d'honneur, mais par dizaines, par centaines même. Et donc, quand on commence à s'apercevoir de ça, l'extrême droite de l'époque dévoile le poteau rose à travers ses journaux. Évidemment, l'image de Jules Grévy en prend un coup. Il est obligé de démissionner le 2 décembre 1887. Et on s'aperçoit à la faveur de sa démission qu'il a lui aussi accepté un certain nombre... C'est un petit peu enrichi à l'Élysée. Parce que Daniel Wilson n'était pas simplement corrompu, il était aussi un grand spéculateur. Il pratiquait ce qu'on appellera plus tard le délit d'initié, beaucoup. Et il a fait profiter de ces délits d'initié son beau-père, Jules Grévy. Donc évidemment, l'image de Jules Grévy a été un peu ternie, mais de toute manière, Grévy n'avait pas réussi au cours de son mandat à justement passer cette barrière de l'incarnation. Il n'avait pas réussi à faire ce que Gambetta avant lui avait, qu'il détestait d'ailleurs, avait, parce que justement Gambetta avec tout ce qu'il n'avait pas. Il y a des scènes très que je décris dans le livre où Gambetta et Grévy vont ensemble en voyage, je crois que c'était à Cherbourg, et où Grévy est président de la République quand même, Gambetta est président de la Chambre des députés, et tous les vivas, les bravos vont vers Gambetta. Et l'autre est laissé totalement de côté. Et on applaudit Gambetta. Le soir, devant l'hôtel de Gambetta, la foule se rassemble pour entendre l'orateur, même pour le voir, presque pour le toucher, alors que personne ne s'intéresse au président de la République, Jules Grévy. Voilà, c'est tout le drame de la non-incarnation. Mais il a le bonheur d'avoir un gendre. Mais il a le bonheur d'avoir un gendre, comme le disait la chanson. C'est ça. Oui. Ah, quel malheur d'avoir un gendre. C'est ça. Député de Loches bien avant Marisol Touraine. Exactement. Et réélu malgré cette affaire. D'abord, en appel, il y a eu un non-lieu. Et puis ensuite, il a été réélu par... C'est un peu comme Balkany. C'est la balkanisation de... C'est ça. D'ailleurs, nous ferons une quête à la fin de... Oui, pour la famille. À Balkany. 500 000 € si vous avez ça. Écoutez, n'hésitez pas. Un président très oublié, mais qui m'a beaucoup intéressé dans ton livre, c'est Sadi Carnot. Ah oui. Alors, grand nom, Carnot, puisque dynastie révolutionnaire et républicaine, mais qui donc va incarner la République face à un péril que tu as déjà évoqué, le péril populiste du boulangisme. Et lui, au contraire de Grévy, il comprend très bien ce que c'est que l'incarnation. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Personne ne s'y attendait, parce que personne ne connaissait Sadi Carnot en 1887. En fait, celui qui devait être élu président de la République, c'était Jules Ferry. Mais justement, parce qu'il avait beaucoup d'adversaires, beaucoup d'ennemis, et puis cette incapacité à séduire, y compris dans la sphère politique, et puis parce que les Parisiens ne voulaient pas de lui, et ont fait pression sur le vote, Jules Ferry n'a pas eu le poste. Et on l'a donné à quelqu'un dont Clémenceau disait ils ont élu le plus bête, etc. Ce qui était très injuste, mais ça, Clémenceau avait toujours la dent dure, parce que Sadi Carnot, d'abord était quand même le fils et le petit-fils de personnages illustres, et surtout était polytechnicien, c'était pas un imbécile, loin de là. Mais enfin, quelqu'un d'extrêmement austère, là aussi, avec une barbe noire qui faisait un petit peu moquer par tous les caricaturistes. Barbanzingue, on l'appelait. Bon. Et pourtant, Sadi Carnot, lui, il a compris ce que Jules Grévy n'avait pas compris. C'est-à-dire qu'il a décidé de sortir du palais de l'Élysée, de sillonner la France, comme le faisaient les monarques d'Ancien Régime, les joyeuses entrées dans l'Élysée, de donner des réceptions à l'Élysée pour recevoir les notables, les maires aussi à l'occasion. C'est le premier qui a fêté les Noëls, le Noël élyséen, avec des cadeaux pour les enfants. Sa femme aussi s'en est mêlée avec tout un travail de première dame, même si c'est un anachronisme en France, mais de première dame, de dame patronesse, en fait, qui s'adonnait à des fonctions caritatives. Bref, ce Sadi Carnot a été quelqu'un qui a su incarner, envoyer ses portraits dans les mairies, ces portraits qu'à l'époque on ne retournait pas, parce qu'on respectait un tout petit peu la fonction présidentielle, parce que on avait eu du mal à la gagner, cette République. Donc ceux qui l'incarnaient, ils avaient une aura, ils avaient quelque chose, et Sadi Carnot a su cultiver cette aura. Alors d'autant plus qu'il est confronté à un personnage qui s'appelle le général Boulanger, qui lui
de manière très immédiate et naturelle, a su devenir une sorte de star de la politique. En quelques mois, il était ministre de la guerre et à travers une communication très étudiée d'ailleurs. Il était entouré ou escorté par un homme qui s'appelait Arthur Dillon et qui avait fait des campagnes présidentielles aux États-Unis, qui donc savait ce que c'était que les secrets de la publicité politique, du marketing politique, je dirais, là aussi c'est un peu anachronique. Mais donc Boulanger a su faire connaître son travail de ministre et ensuite s'est lancé dans une carrière politique personnelle où il voulait abattre la République. Bref, Sadi Carnot comprend le danger de cette nouvelle incarnation populiste qu'était celle de Boulanger et le combat avec les armes qui sont les siennes, c'est-à-dire l'arme d'une communication, j'allais dire charismatique, même s'il était intrinsèquement peu charismatique, il arrive à percer comme ça. Et puis alors, il y a aussi quelque chose qui l'a fait entrer dans l'inconscient collectif des Français, qui a renforcé cette image, c'est malheureusement qu'il a été tué tragiquement, puisqu'il a été assassiné par un jeune anarchiste qui avait 17-18 ans, qui ne savait pas très bien ce qu'il faisait, et puis qui était surtout le reflet d'une société très dure, et de cette violence politique très très forte dans ces années 1890, que les anarchistes appelaient la propagande par le fait. C'était les terroristes de l'époque, c'était des anarchistes. Et donc l'assassinat de Sadi Carnot le fait entrer dans une sorte de légende, d'incarnation justement républicaine. Il est mort pour la République, il est mort parce qu'il incarnait la République, et donc ça lui donne une aura qui n'était pas du tout en rapport avec sa personnalité réelle, et surtout avec ce qu'il représentait lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Voilà. En revanche, ce qui fait vraiment contraste avec Sadi Carnot, c'est le suivant, Casimir Périer. Alors lui aussi, grand nom, mais une sorte de président des riches, on peut utiliser la formule. C'est vrai que Casimir Périer, alors lui aussi, descendant d'une grande famille de ministres, de la monarchie d'ailleurs, de Louis-Philippe, Jean Casimir Périer, donc, arrive au pouvoir, alors que c'est un pur républicain aussi. C'est quelqu'un qui est un émule de Gambetta. Enfin, ce sont des gens quand même qui sont des hommes, on dirait des hommes plutôt de gauche. Sauf que Casimir Périer, il est le représentant d'une famille liée à la grande bourgeoisie d'affaires. Il possède les mines d'Anzin et il est tout de suite assimilé par l'opposition de gauche, par les socialistes, à ces grands capitalistes, à ces grandes industries qui, à l'époque, en plus, faisaient peser un joug terrible sur le monde ouvrier. Et très très vite, il ne tient pas. Il ne tient pas le choc des critiques qui sont adressées à son endroit. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'autre raison de sa démission très rapide, il va rester quelques mois, 6 mois, Casimir Périer au pouvoir, c'est que, alors non seulement il n'arrive pas à se dépêtrer de cette image de grand homme d'affaires, de grand industriel qui lui a collé, et l'autre élément, c'est qu'il souffre beaucoup déjà du manque de pouvoir du président de la République. Parce que sous la Troisième République, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne se réduit pas à inaugurer les chrysanthèmes, comme l'a dit le général de Gaulle, c'est ce qui est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que les présidents n'ont pas le véritable pouvoir. Le véritable pouvoir est au président du Conseil, c'est-à-dire celui qui fait fonction de Premier ministre à l'époque, qui dirige le gouvernement. Donc ça, c'est une souffrance pour Casimir Périer qui n'a pas pu surmonter, et donc il a démissionné très très vite et laissé la place à son successeur. Il annonce un peu la crise de cohabitation, si j'ose dire, avec Millerand, ensuite dans l'entre-deux-guerres. Exactement. On parlera tout à l'heure. Le côté président des riches, effectivement, et difficulté de relation avec le peuple. Oui. Il y a un peu de Giscard quand même. Il y a quelque chose Giscard de n'a pas démissionné au bout de 6 mois, mais il y a un peu ce grand bourgeois. La différence, c'est que Giscard, qui avait lui aussi beaucoup étudié les campagnes électorales américaines, et notamment celle de John Fitzgerald Kennedy, qui était son grand homme, Giscard a essayé et a réussi dans sa campagne de 1974 d'incarner le renouveau de la société française, la modernité. Il fait poser sa fille, sa femme sur les affiches. On le voit ensuite en tant que président. Enfin, on l'avait vu jouer au football
parce qu'il était ministre, puis ensuite on le voit au sport d'hiver, on le voit sortir de l'eau, déjà avant Dominique de Villepin, torse nu, ruisselant. Moins musclé peut-être. Peut-être un peu moins musclé, c'est vrai. Mais tout aussi séduisant, aux yeux des femmes de l'époque. Il faut voir les sondages. La plupart des femmes concernées estiment qu'elles aimeraient bien passer une nuit, une soirée en tout cas, avec, on va rester dans la décence, avec Valéry Giscard d'Estaing. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a un peu de peine à l'imaginer, mais c'était comme ça. Et ce qui est dangereux, c'est le camion du laitier le lendemain matin. Ça c'était un peu plus... Marlène Jobert s'en souvient. Un peu plus difficile, même si on n'est pas sûr que c'était Marlène Jobert. Je reste prudent dans mon histoire érotique de l'Élysée. Et pour revenir à la République incarnée, c'est vrai qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire que Giscard n'a jamais pu sortir, alors que désespérément il a essayé de fendre l'armure, de s'inviter d'abord à dîner chez les Français, qui étaient ravis de l'inviter, ça a duré pendant 1 an, d'inviter les éboueurs au petit déjeuner à l'Élysée, de faire peuple, mais il n'a jamais réussi. Et Casimir Perier, lui, il n'a pas essayé. Donc les choses sont claires, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de politique communicationnelle, c'était impossible, et c'était inconcevable, et aussi surtout parce que à l'époque, il faut bien voir que, mais ça s'est resté ensuite avec le général de Gaulle, mais un président de la République, il était quelqu'un d'intouchable, il était au-dessus de la mêlée, et ça restait une icône. Et donc ce qu'a essayé de faire Giscard, le premier, c'est d'essayer d'aller comme ça à la rencontre de la population, enfin à sa manière, et ça n'a pas réussi. Ça s'est surtout fracassé sur un diamant gros comme le Ritz. Oui, même si cette affaire-là, là encore, vous savez, l'affaire des diamants a beaucoup été montée en épingle, si j'ose dire. Mais c'était... en tout cas... Tu parles de la femme de Boccassel, en bracelet. J'en parle un tout petit peu, oui, parce qu'elle affirmait que... Valéry Giscard d'Estaing n'avait pas été insensible à ces charmes. Ce qui est bien possible d'ailleurs. Beaucoup de goût pour l'Afrique, ça c'est sûr. C'était un diamant d'ailleurs elle-même. Et pour les chasseuses africaines. Bon bref, donc tout ça fait que Casimir Perier a été une sorte d'ancêtre de Valéry Giscard d'Estaing. Alors Félix Faure, évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur Félix Faure. Alors Félix Faure, mais tu montres la complexité du personnage, parce qu'aujourd'hui, évidemment, on le réduit à une caricature. À sa mort. Et bien sûr, à sa mort, tragique, mais en même temps joyeuse. Joyeuse. Ça, c'est aussi dans l'histoire érotique, j'en parle évidemment, quand il reçoit Marguerite Stenel dans le Salon d'Argent, là, ça a fait plutôt rire à l'époque, ça n'a pas du tout indigné. Et je pense qu'aujourd'hui, les choses seraient très différentes. Si on voit ce qu'a représenté l'épisode de Rue du Cirque pour François Hollande, avec le casque de scooter, ça a fait beaucoup rire aussi, mais quelque part, on se disait, il n'est pas à la hauteur quand même de la situation. Pendant qu'il est là, en train de visiter Julie, il n'est pas à son travail, il n'est pas à la hauteur de son job de président de la République. Et c'est pas quelque chose qu'on s'est dit à l'époque pour Félix Faure. Au contraire, on trouvait ça sympathique. Il est comme nous, quoi. Il est franchouillard, il est gaulois. La gauloiserie n'est pas un vain mot. Et Félix Faure avait une très très bonne image dans la population, il l'avait beaucoup cultivé, ça faisait jaser dans le monde politique et rire les caricaturistes qu'il appelait Félix Ier, parce que, alors lui, il en rajoutait dans le paraître. C'est-à-dire qu'il avait mis le paquet sur le décorum qui devait entourer un président de la République, un équipage avec plusieurs chevaux, des valets de pied en livrée, etc. C'était extrêmement monarchique en fait comme démarche, mais finalement c'était une manière de redorer le blason de la présidence de la République, de lui donner un caractère un petit peu sacré, en tout cas un caractère assez rutilant, qui était assez apprécié par les Français. Alors, le paradoxe étant d'ailleurs que ceux qui ont suivi, dont on va parler, ceux qui ont suivi ont pris le contre-pied, mais que ça a aussi très bien fonctionné. C'est assez paradoxal. Oui, donc différentes formes d'incarnation peuvent correspondre aussi à ce qu'attendent les Français. Alors effectivement, on peut presque parler de force tranquille, alors, pas dans le même sens, mais des présidents de la Belle Époque. On arrive donc à la veille de la Première Guerre mondiale. En particulier, tu évoques le Dreyfusard Émile Loubet. Alors, on parlait tout à l'heure de complotisme. Pour Félix Faure, il y a eu aussi des théories complètement farfelues, bien entendu, mais on est au cœur de l'affaire Dreyfus, qui dit
divise énormément la France. Le film de Roman Polanski en parle, hein, bien entendu, j'accuse. Donc il y a des gens pour trouver, à l'extrême droite en particulier, hein, que Félix Faure, finalement, a peut-être été assassiné, quoi. C'est ça, là, parce que Félix Faure, et ça, la gauche lui a beaucoup reproché, ça a quand même beaucoup terni son image. Félix Faure est le président qui n'a pas voulu rouvrir le dossier Dreyfus, gracier Dreyfus, et c'est son successeur, Émile Loubet, qui l'a fait. Et alors, ce Émile Loubet et son successeur, Armand Fallières, ça, c'est de bons grands-pères du Sud-Ouest, bons vivants, amateurs de banquets républicains, etc. Très sympa. Là, pour le coup, on peut parler de président normal. Et je pense que François Hollande aurait fait un excellent président de la Troisième République. À cette époque-là, il était parfait pour le rôle, un petit peu jeune peut-être, mais quand même... mais bedonnant, donc un peu bedonnant comme il fallait, il aurait été parfait. Après le nougato de Montélimar, c'était bien. Voilà, qui était Émile Loubet. Mais il faut bien voir qu'en même temps, ces présidents-là, comme Félix Faure, comment dire ça, ont su se montrer à la hauteur des valeurs républicaines. C'est-à-dire que d'une grande intransigeance par rapport à tout ce qui faisait le fond de sauce, je dirais, de la République. Alors Émile Loubet, à la différence de Félix Faure, est quelqu'un qu'on pouvait rencontrer se promenant dans Paris. D'ailleurs, il a failli, parfois ça a failli lui coûter cher, parce qu'il se faisait un peu agresser par tel ou tel. Bon, je ne parle pas de cet aristocrate qui lui a donné un soufflet, un coup de sa canne aux courses à Longchamp. Ça, c'est encore autre chose. Je ne sais plus si c'est à Longchamp ou Auteuil, d'ailleurs. Mais ça, c'est autre chose, que c'est vraiment typiquement au moment de l'affaire Dreyfus. En revanche, ces personnages donc, qui cultivaient leur proximité, mais qui ne la cultivaient pas, enfin, ce n'était pas la communication, c'était naturel, restaient à hauteur des valeurs républicaines. Et au fond, ils étaient gratifiés de ce rôle-là. C'est finalement assez subtil, hein, parce qu'ils ne jouent pas tellement le jeu de la monarchie républicaine, mais en revanche, comme ils sont précisément attachés à ces valeurs, qu'ils organisent chaque année ce banquet des maires qui réunissait des milliers de maires républicains et qui était une manière d'enraciner la République dans les profondeurs de la France, quoi, tout simplement, de ce que Emmanuel Macron, au début de son quinquennat, a eu un peu de mal à faire. Oui, hein, et il est revenu vers les maires après les Gilets jaunes. Il est revenu les maires. Il a compris que c'était une nécessité, que c'était le socle. Eh bien, ces gens-là, ils avaient réussi à le faire, ça. Et c'était... Alors, on se moquait beaucoup d'eux. Armand Fallières, on le montrait avec un ventre énorme, toujours le nez rouge, parce qu'il aimait bien les vins du Sud. Mais c'était quand même... il restait des personnages appréciés parce qu'ils étaient justement à hauteur de ces valeurs républicaines. Des héritiers justement de Gambetta et Jules Ferry, des dignes héritiers. Et ça pourrait se prolonger avec, même si j'anticipe peut-être des questions que vous voulez me poser, mais ça pourrait se prolonger avec Gaston Doumergue. Oui. Gaston Doumergue est un président Gastounet, qui arrive au pouvoir après, au début des années 30, hein, et qui... Non, en 1924, je dis une grosse bêtise. En 1924... Après, il revient... et il reviendra ensuite à la présidence du Conseil. Ce dont rêvait Giscard. Exactement. Mais Gaston Doumergue, alors très différent de Giscard, pour le coup, beaucoup plus proche d'Émile Loubet et d'Armand Fallières. C'est un président qui est un président méridional, proche des gens, auquel on peut s'identifier. Alors, c'est le premier président, par exemple, qui va assister à la finale de la Coupe de France de football, mais surtout, il fait quelque chose de très important. C'est qu'en 1930, il y a des grandes inondations dans le sud-ouest, des crues de la Garonne qui ont été dévastatrices, hein, et il vient tout de suite, hein, et il se rend à pied, il sort du décorum habituel d'un président à l'époque. Voyager en voiture à cheval ou ensuite en voiture automobile. Et donc, il se promène dans les rues des villes dévastées, parle avec les habitants, et ça lui donne une sorte, cet effet de proximité chiracien, mais on pourrait compassionnel, dire d'abord compassionnel, qui a été très très important pour son image de président de la République, ce qui fait que quand la France sera en crise en février 1934, on fera appel à lui pour remettre un petit peu tout ça dans l'ordre, avec un cabinet d'union nationale. Bon, là, il a fait une grosse bêtise, c'est qu'il a accepté de prendre le maréchal Pétain dans ce gouvernement, en 1934, 6 ans avant... il n'a pas du tout la même image à ce moment-là. Pas du tout la même image. Et au
nom de l'Union nationale, Doumergue accepte Pétain. Et ça c'est quelque chose que l'histoire aura un peu de mal à lui pardonner. Alors, très différent des figures de présidents méridionaux que tu viens de brosser, mais un homme d'État absolument remarquable, et tu le dis d'ailleurs, Waldeck-Rousseau, oui. Président du Conseil, ministre de l'Intérieur, un très grand républicain lui aussi. Mais il y a une sorte de mystère, parce que lui aussi, il a du mal à incarner la République. Oui, Waldeck-Rousseau arrive au pouvoir, mais à la tête du gouvernement, à peu près au moment où Émile Loubet, lui, devient président de la République. Et le paradoxe, c'est que celui qui fait le job, c'est Pierre-René Waldeck-Rousseau. D'ailleurs, d'un historien à l'autre, il y a une confusion sur les prénoms. Bref, donc Waldeck-Rousseau est un grand républicain. C'est quelqu'un à qui on doit la loi de 1884 sur les syndicats. Enfin, c'est quelqu'un qui a une œuvre politique très importante, qui a travaillé pour réconcilier la France en 1899, justement dans la tourmente de l'affaire Dreyfus, en prenant dans son gouvernement des hommes d'extrême droite, comme le marquis de Gallifet, lui, véritablement le massacreur de la Commune, et à l'extrême gauche, le socialiste Alexandre Millerand, avant que Millerand devienne un homme de droite. Mais à l'époque, c'était vraiment un des leaders du Parti socialiste, qui n'était pas encore la SFIO. Aux côtés de Jean Jaurès, il y avait Alexandre Millerand. Et Waldeck-Rousseau est un homme qui a vraiment beaucoup fait pour la République, mais qui n'a jamais été reconnu. Il est resté pourtant 3 ans au pouvoir, ce qui était très long à l'époque pour la Troisième République, 3 ans de gouvernance, et impossible de devenir populaire, parce que c'était quelqu'un on dit aujourd'hui, il était coincé. C'était quelqu'un qui était incapable de fendre l'armure, de sourire, de communiquer auprès des Français. Et au fond, Loubet prenait toute la lumière. Loubet, qui était un président, c'était pas un roi fainéant comme Jacques Chirac, mais comme a été critiqué Jacques Chirac. Mais il n'avait pas un rôle très très important, et pourtant l'incarnation, elle venait se cristalliser sur Loubet et pas sur Waldeck-Rousseau qui travaillait. Au fond, ça ressemblerait peut-être un peu au couple Juppé-Chirac, justement, parce que Chirac, qui avait cette image de proximité, il l'avait moins d'ailleurs, en fait, quand il était président de la République. Moi, je ne me souviens pas qu'on le présentait comme un président proche des Français, etc. C'est post-mortem. Sauf au Salon de l'Agriculture. Sauf au Salon de l'Agriculture. Voilà, dans ce moment-là, il flattait le cul des vaches. Mais en tout cas, ce couple Loubet-Waldeck-Rousseau ressemble un peu à ce que sera le couple Juppé-Chirac. Juppé qui a quand même payé les pots cassés de cette, de ce double langage de Chirac en 1995, puisque Chirac se fait élire sur la promesse de résorber la fracture sociale. Et qu'est-ce qu'il lance dès qu'il est au pouvoir? La loi de réforme de la sécurité sociale et des retraites, qui est une loi quand même un peu antisociale, on va dire. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas dans la continuité de sa campagne électorale. Mais c'est Juppé qui endosse la responsabilité de cette loi. Et donc, il joue son rôle à merveille, d'ailleurs, de coupe-feu, de paravent, de fusible pour le président de la République, ce qui est le rôle traditionnel d'un Premier ministre sous la Ve République. Mais ça a un peu évolué aujourd'hui. Alors on arrive à l'entre-deux-guerres, bien sûr, période, vous savez que la France sort victorieuse, bien sûr, mais c'est en trompe-l'œil, ou à la Pyrrhus. La France est complètement exsangue, marquée par le deuil. Tes parents, les miens qui ont eu cette période, racontaient que les veuves dans les rues, c'était les gueules cassées, les mutilés de guerre, etc. Les manchots, omniprésent. les culs de jatte, bien sûr. Et on le retrouve au niveau des présidents que tu nous décris très bien. On est dans le Loiret, comment faire l'impasse sur Deschanel. Vous avez eu quelques problèmes ferroviaires près de Montargis. Près de Montargis. Et tu parles. Alors, au-delà de l'anecdote, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu ne t'arrêtes pas à l'anecdote, comme toujours, et tu parles d'une sorte de dépression institutionnelle de Deschanel. Oui. C'est un peu des présidents tristes, les présidents de l'entre-deux-guerres. Doumer, c'est pas un comique non plus. Non, il avait perdu 4 fils. 4 fils dans la Grande Guerre sur 5. Ce sont des présidents du deuil, en fait, du traumatisme d'abord, et du deuil qui suit la Première Guerre mondiale. Et Deschanel, c'est un dépressif, parce que Deschanel n'assume pas, un peu à la manière de Casimir Perier, n'assume pas cette espèce de relégation institutionnelle du président de la République. Il aurait voulu avoir un véritable rôle politique. Il s'aperçoit très vite que ce n'est pas le cas. En plus, il y a
une dépression chronique, enfin une pathologie qui pèse sur lui. Il faudrait demander à Marie-Claire ce qu'elle en pense. Et lui n'était pas Deschanel n'était pas du tout un imbécile. Ah non, pas du tout, mais pas du tout. C'est des personnages qui ont été un peu raillés parce qu'il lui est arrivé cet incident. Il tombe du train en pyjama et on le retrouve chez le garde-barrière. Bon, il ne sait pas où il est, etc. Mais on dit qu'après, il lui est arrivé d'autres anecdotes. Il grimpait aux arbres de l'Élysée, où on le retrouvait dans la mare au canard. Bon. C'est ça, une sorte de Nicolas Hulot de l'époque. Voilà, c'est ça, un écologiste avant la lettre. Bon, canard qui avait d'ailleurs été installé par Jules Grévy à l'époque. Il s'appelait Bébé, c'était la seule passion de Jules Grévy, avec l'argent et peut-être aussi la sœur de son gendre. Dont on disait qu'elle était sa maîtresse quand même. Donc ça aussi. Bon, bref, je fais un retour en arrière. Initial Bébé. Initial Bébé, très bonne. Et alors tout ça, vous le trouverez dans l'histoire érotique de l'Élysée aussi. Voilà, ne pas confondre, mais il faut acheter les deux en fait. Vous avez compris. Voilà. On ne peut qu'acheter. D'ailleurs, il y en a quelques-uns. Tu en as pas. Non, là j'ai amené de la République incarnée, mais du solide, du sérieux. Du sérieux. Avec Jean Garrigue, c'est du sérieux. Bon, vous avez compris. Comme disait l'autre. Voilà, c'est ça. Alors, effectivement, on arrive bien sûr au président Lebrun, lui aussi très caricaturé. Vous savez qu'il est réélu pour un deuxième mandat juste avant la guerre. Hein. Voilà. Bon, il y a eu des discussions, et c'est les deux présidents, tu le dis bien, Herriot et Jeannet, deux présidents de chambre qui insistent pour qu'il soit réélu. Bon, et les caricaturistes de l'époque, on aime beaucoup le grand Jean Sénep, et qui parlait du sot pleureur. Le sot pleureur. Oui, parce qu'en fait, il avait les yeux qui pleuraient, ce pauvre Lebrun. Alors pour sa communication, c'était pas très bon. En plus, il se teignait les cheveux pour paraître plus jeune. Parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais en tout cas, il avait ce syndrome. Et c'était aussi ridicule que pour François Hollande, parce que tout le monde s'apercevait qu'il se teignait les cheveux. Bref, alors... Ce à quoi il faut ajouter quand même le manque de charisme du personnage, qui est loin d'être un imbécile. Le technicien, là aussi, et ses discours sont d'une grande qualité. Simplement, très peu de personnalité politique. Et au moment décisif quand même de la crise de l'été 40, de la débâcle et du choix qu'il fallait faire d'une unité, je cherchais le terme politique, entre la France et le Royaume-Uni. Et le général de Gaulle avait été envoyé par le président du Conseil, Paul Reynaud, pour négocier cette alliance avec l'Angleterre. Eh bien, Lebrun laisse faire, Paul Reynaud abandonne la partie, et Lebrun laisse, à la faiblesse, de nommer à la présidence du Conseil le maréchal Pétain. Et tout ensuite découle de cette erreur. Bon, erreur partagée par l'ensemble de la classe politique qui voulait Pétain. Et Paul Reynaud lui-même s'est défaussé pour laisser la place au maréchal Pétain, qui était le numéro 2 de son gouvernement. Mais quand même... Et donc là, évidemment, un personnage comme Albert Lebrun, son manque de charisme, son manque de volonté politique font que, au-delà de lui-même, c'est tout le régime de la Troisième République qui a été un peu discrédité par ce manque d'incarnation, justement. Et alors justement, la nature ayant horreur du vide, ce déficit d'incarnation, et tu le montres bien, est tout de même comblé par certains présidents du Conseil qui savent très bien utiliser des instruments de communication très modernes. Par exemple, la radio, un peu à l'instar des États-Unis d'ailleurs, Roosevelt, etc. Mais Gastounet. Gastounet l'a beaucoup utilisé, Gaston Doumergue, Georges Mandel, André Tardieu, qui est une des figures un peu météorique le mirobolant André Tardieu, disait-on à l'époque, qui est un grand admirateur des États-Unis et qui, dans les années 30, était ministre et président du Conseil à plusieurs reprises, voulait américaniser la France, et on l'appelait Mr. Radio, parce qu'il parlait très souvent, il s'adressait aux Français à la radio. Il avait compris l'importance de ce média. Bon, ce ne sont pas des gens qui ont marqué véritablement l'histoire politique française. Pourtant, Tardieu, quelqu'un d'assez remarquable mais en soi, mais avec une dérive anti-républicaine. Voilà, ça c'est ce qu'il a beaucoup perdu, c'est qu'à partir des années 30, justement, il a des sortes de sympathies pour l'extrême droite qui font que, pour les républicains, il n'est plus dans le camp du bien, je veux dire, et qu'il est une menace, au contraire, pour la République. D'ailleurs, il est parti dans une sorte de retraite politique à la fin du gouvernement de Gaston Doumergue. Mais voilà, ce sont des hommes qui ont marqué, d'autres qui ont marqué, évidemment, pendant la période de la Résistance, parce qu'ils ont su incarner justement ces valeurs de la République. Ce sont des gens comme Léon Blum,
mis en tôle par le régime de Vichy, le fameux procès de Riom, et dans lequel Blum et Daladier, d'ailleurs, se défendent tellement bien que Hitler dit « Oh là là, il faut arrêter ce procès, parce que ce procès que Pétain avait conçu comme le procès de la République, et notamment du Front populaire, se transforme en un procès du régime de Vichy. » Alors, ce sont les Allemands qui disent aux Français, il faut arrêter tout de suite ce procès. Et on peut dire que, donc, y compris dans la captivité, hein, ces hommes-là ont préservé, ont su continuer cette incarnation. Et Jean Zay, justement, depuis sa prison, alors même si... les Français ne savaient pas, mais on sait à travers sa correspondance, ses écrits, à quel point il était le conservateur de cette identité républicaine. Alors il y a Georges Mandel aussi, ceux qui sont partis sur le Massilia le 21 juin 1940, vous savez, c'est 27 parlementaires et ministres, dont Georges Mandel, qui part avec le buste de Clémenceau comme grande figure d'incarnation républicaine patriotique. Parce que là, on a parlé surtout des rassembleurs, mais il y a aussi les grands patriotes de notre histoire. Alors, précisément, la transition est parfaite. Merci, cher Jean. Tu as commencé avec Gambetta. Alors, bien entendu, ton ouvrage ne commence pas avec Jeanne d'Arc. Non. Bon, mais tu en parles quand même. Jeanne d'Arc, Gambetta, Clémenceau, on voit bien que c'est des références, en particulier pour le général de Gaulle. Et oui, parce que là on entre dans quelqu'un qui, au départ, n'est pas un républicain. Il a quand même accepté, quelques mois avant que la guerre n'éclate... avant la débâcle, plus exactement, d'entrer dans le gouvernement de Paul Reynaud. Donc, il accepte des responsabilités dans un gouvernement républicain. On ne sait pas, quand le général de Gaulle lance son appel du 18 juin 1940, s'il est vraiment favorable à la République ou à la monarchie. Son père était plutôt un homme d'action française, il a une culture et une hostilité, alors là, très très forte envers le régime parlementaire. Donc, c'est quelqu'un dont l'identité politique est assez floue. En revanche, cette incarnation, c'est d'abord le patriotisme. C'est l'homme du 18 juin 1940, l'homme qui unifie les mouvements de résistance. Et puis quand il débarque en 1944, en août 1944 à Paris, il est de facto l'incarnation de la résistance. Même si la résistance, la mythologie gaulliste a un peu tendance à ramener la résistance au général de Gaulle. Et il y avait bien d'autres formes de résistance, mais il est quand même celui qui réussit à l'unifier, qui a lancé le mouvement. Et donc là, il y a une forme d'incarnation magnifique. Le communiste Jean Eiffel, autre grand dessinateur, le dessine en août 1944. C'est dommage qu'il n'y ait pas des images dans le livre, j'aurais bien aimé, des caricatures auxquelles nous sommes très attachés tous les deux. Tu en commandes beaucoup. J'en commande beaucoup parce que c'est très important. Une caricature en dit souvent beaucoup plus long qu'un long discours, où Jean Eiffel dessine le général de Gaulle à hauteur de la tour Eiffel, surmontée du drapeau tricolore, et la tour Eiffel le prend dans ses bras, enfin l'accueille dans ses bras, surplombant Paris, c'est-à-dire au fond ce qui est petit, enfin la masse, et lui dit mon grand. C'est-à-dire qu'il est le seul à hauteur de la République en 1944, parce que c'est lui qui a sauvé les Français, une tour Eiffel surmontée du drapeau tricolore et du bonnet phrygien, qui est une allégorie de Marianne en fait. Et donc finalement, c'est un mariage du général de Gaulle avec la République et avec Marianne qui est célébré en août 1944. Alors c'est vrai qu'il va se séparer de cette République en 1946 très très vite, parce que c'est le régime des partis et qu'il n'est pas d'accord avec ce système qui pour lui est la renaissance des errements de la Troisième République. Mais il est quand même, à partir de là, et c'est ce qui lui permet de revenir lors de la crise du 13 mai 58, il est l'incarnation du patriotisme républicain, l'héritier, il le dit d'ailleurs très souvent, de Clémenceau. Il lui fait président hommage. Clémenceau, le fameux discours. Il vient à la Libération se recueillir au pied de la statue de Clémenceau, qui lui-même se référait à Gambetta. Donc vous voyez la filiation très claire. Gambetta, Clémenceau, le général de Gaulle. Vous avez, à mon sens, les hommes qui ont vraiment surplombé l'histoire républicaine, avec Jaurès sans doute, parce qu'il y a aussi cette dimension-là qu'on n'a pas encore évoquée, mais je parle donc de cette incarnation de rassemblement, cette incarnation patriotique, et puis de ceux qui ont su faire rêver, ceux qui ont su amener de l'idéal dans la République. Et là, évidemment, Jaurès arrive en première place, parce que... Remarquable orateur aussi. Remarquable orateur, pacifiste, socialiste, mais
humaniste avant tout. Vous voyez à quel point il lui a été difficile de faire comprendre aux autres socialistes, notamment à Jules Guesde, qu'il fallait défendre d'abord Dreyfus. Dreyfus était un bourgeois, d'accord. La lutte des classes, d'accord. Mais d'abord, Dreyfus est victime de l'injustice. Et c'est ce que dit Clémenceau aussi, d'ailleurs, ce qui rassemble Jaurès et Clémenceau, qui par ailleurs s'opposaient bien souvent. L'idéal, c'est ça. L'idéal, c'est la justice. C'est de défendre d'abord ceux qui sont victimes de l'injustice. Et ça passe même au-delà de la lutte des classes. Et d'ailleurs, Jaurès accepte en 1903 d'être vice-président de la Chambre des députés, auprès des radicaux. Il accepte de s'allier avec les radicaux au nom de la défense de la République contre les nationalistes, contre l'extrême droite. Donc, vous voyez, là, il y a avec le discours à la jeunesse de Jaurès, avec cette vision qu'il avait là encore très hugolienne, en fait, d'une Europe pacifiée, une Europe fraternelle. Il y a vraiment quelqu'un qui vous plonge vers un idéal, qui vous montre ce que c'est qu'une idéalité républicaine. Ce que prolongera d'ailleurs Léon Blum. Ça, c'est la force aussi d'un homme comme Léon Blum dans l'entre-deux-guerres. C'est quand même d'être à la hauteur du rêve. Bon, on peut être pour ou contre Léon Blum, l'homme du Front populaire, etc., même si le Front populaire, de fait, est quand même une libération pour le monde ouvrier français. Le Front populaire amène les congés payés, pour la première fois des ouvriers qui vont pouvoir partir en vacances, la semaine des 40 heures, etc., même si elle n'a pas été pratiquée du tout. Très très vite, les patrons sont revenus là-dessus. Mais Blum, il a aussi en lui, à travers son discours, à travers son charisme, il a cette part du rêve qui est indispensable, cet idéalisme républicain. Alors qu'on pourrait trouver aussi, d'ailleurs, à l'époque, de l'autre côté de l'échiquier politique, chez ces hommes qu'on appelait les nationalistes, parce que si vous écoutez, regardez, lisez un homme comme Paul Déroulède, par exemple, qui est ancien gambétiste, mais à l'extrême droite. Voilà. C'est très clair. Il a même tenté un coup d'État en février 1899 contre les républicains, mais pas contre la République. Déroulède a toujours été un fidèle républicain, et Déroulède a aussi une conception idéaliste de la République, qu'il voudrait efficace, exécutive, autoritaire, en fait, parce qu'il se plaint de ce qui devient un peu les excès du parlementarisme, où on parle beaucoup, on bavasse beaucoup à ses yeux, et sans produire de la politique, de la décision. Et si on regarde en fait les projets de Déroulède, c'est très exactement les institutions de la Ve République. Il annonce complètement la Ve République, mais à l'époque ça apparaît comme quelque chose de très rétrograde. C'est pas républicain. C'est pas républicain. C'est pas possible. Sur le pacifisme et l'idéalisme, quelqu'un sur lequel je ne t'ai pas interrogé, mais bien sûr, Aristide Briand. Évidemment, Aristide Briand aussi, figure un peu méconnue. Dans ce livre, j'avais vraiment envie aussi de réhabiliter beaucoup de ces hommes qu'on a un peu oubliés, que ça soit ces présidents normaux dont on parlait tout à l'heure, les Loubet, Fallières, Sadi Carnot, etc., que tout le monde a oublié, mais qui sont des figures très importantes. Et Aristide Briand, quand même, c'est quand même l'Européen, c'est quand même celui... Bon, d'abord, avant d'être l'Européen, celui qui a conçu la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Qui n'est pas une loi islamophobe. Pas du tout islamophobe, qui est une loi de tolérance, c'est une loi garantissant la liberté de penser, comme disait le chanteur bien connu. Non, mais cette liberté confessionnelle, cette liberté intrinsèque de croire, ou de ne pas croire d'ailleurs. Et donc Aristide Briand, il faut voir les débats, les milliers d'heures qu'il a passé à concevoir ce texte. Il était rapporteur de la loi de séparation, pour aboutir à un consensus républicain, à quelque chose qui tienne la route, et qu'il ne faut surtout pas remettre en question aujourd'hui, à mon sens. Et puis ensuite, ce rêve européen qu'il a défendu, on sort de la Première Guerre mondiale, il a ce courage de défendre l'Europe, et moi je montre à quel point il est attaqué d'ailleurs dans les deux livres, comment Aristide Briand est attaqué avec une grande bassesse par l'extrême droite de l'époque, qui reproche déjà de brader l'identité nationale, c'est pas un patriote, c'est un cosmopolite, etc., alors qu'il veut simplement construire l'Europe, et une Europe pacifique. Il obtient d'ailleurs le prix Nobel de la paix en 1926, avec son homologue allemand qui s'appelait Stresemann, Gustav Stresemann, qui ensuite a été plus ou moins assassiné par l'extrême droite.
Il est mort de maladie, mais bon, oui, un peu les rabbins Arafat. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est les hein. rabbins Arafat de l'époque, des hommes de paix, hein, et des hommes des constructeurs, des bâtisseurs de l'idéal européen. C'est des gens très, très, très importants. Oui, je dis que Aristide Briand figure aussi dans le livre sur l'histoire érotique. Parce que, d'une part, bon, il a eu pas mal de maîtresses, y compris la belle Othéro, grande courtisane de l'époque, qui était passée entre les bras de la plupart des têtes couronnées de l'époque, mais aussi d'Aristide Briand, qui est resté l'ami d'Aristide Briand jusqu'à sa mort. Un bel hétéro, un bel Othéro. Oui, on reste dans quelque chose de très... Marie Bonaparte aussi, qui était une femme de culture. Bon. Et surtout, Aristide Briand a été très attaqué dans les années 30 par l'extrême droite, sur des faits qui remontaient 20 ans en arrière, lorsqu'il était tout jeune, et qu'il avait eu une aventure avec une femme mariée à Saint-Nazaire, dont il était originaire. Et il y avait eu toute une histoire où on avait monté comment on appelle ça en termes juridiques, on l'avait pris sur le fait, en fait. Oui, voilà. Ça. Oui. Et ça dans le cadre d'un divorce, c'est ça. Oui, tout à fait. Adultère, enfin, adultère, c'est voilà, ça. d'adultère. Et donc, il faut voir avec quelle ignominie ces gens-là l'ont attaqué 30 ans plus tard, alors que bon, c'était une affaire qui était depuis longtemps oubliée, qui était non pas une erreur de jeunesse, au contraire, qui était le signe de sa vitalité. C'était un grand séducteur, Aristide Briand, mais comme beaucoup d'autres qui sont dans l'histoire érotique. Alors, autre très grand personnage, évidemment, si on passe à la 4e République maintenant, la mal-aimée, comme on l'a appelée, mais où là aussi, tu mets en valeur des personnages qui étaient loin d'être médiocres. Alors, avant d'arriver à quelqu'un qui a laissé une trace importante dans l'histoire, les deux présidents, d'abord, qui sont loin d'être négligeables. Effectivement, la phrase gaulienne sur l'inauguration des chrysanthèmes est complètement fausse, on le sait bien. Vincent Auriol et René Coty ont exercé une véritable magistrature d'influence. Les deux présidents de la 4e République sont des personnages tout à fait intéressants, tout à fait à la hauteur. Surtout Vincent Auriol, qui avait été ministre du Front Populaire, qui était très proche de Léon Blum, qui est très, très admirateur de Léon Blum d'ailleurs. Et Vincent Auriol est un grand président qui a joué à plusieurs reprises un rôle décisif. Notamment, c'est lui qui choisit de nommer Pierre Mendès France président du Conseil. Mendès France, voilà, une personnalité aussi très emblématique des valeurs républicaines. Et il a fallu quand même que Auriol se batte pour imposer Mendès France à la présidence du Conseil. Il y a eu une première tentative d'ailleurs en 1953 qui a avorté. Puis il le rappelle. En fait, je dis une bêtise. Ensuite, c'est Coty qui le rappelle. Oui, mais justement, c'est le premier qui l'a. Auriol, c'est le premier qui l'a. Auriol qui l'a. Premier tour de piste. Premier tour de piste. Et en fait, Coty, alors qu'il lui était plutôt un homme de droite, beaucoup plus modéré, est aussi un président qui va préserver les valeurs de la République, etc. Alors, reste la question de l'appel de Coty au général de Gaulle pendant la crise de mai 58, parce qu'incontestablement, il y a là une sorte de bras de fer entre le général de Gaulle et la classe politique de la 4e République. De Gaulle prend un peu de vitesse. Ces hommes qui n'étaient pas forcément convaincus qu'il fallait l'appeler au pouvoir. Et c'est vrai que le fait que Coty mette l'autorité du président de la République dans la balance a joué un rôle énorme. Mais on peut penser quand même que là aussi, à la différence de Lebrun, Coty, lui, il franchit le Rubicon, il appelle de Gaulle pour résoudre une crise qui était insoluble. On voyait bien que cette crise algérienne gangrénait véritablement, polluait véritablement la vie politique sous la 4e République, et que les structures du régime des partis rendaient impossible une solution véritable. Alors, il faut quand même rappeler ce que l'histoire a un peu tendance à oublier, c'est que la 4e République, pendant 4 ans, n'arrive pas à trouver de solution. Mais le général de Gaulle, il lui a fallu 4 ans aussi pour aller à l'indépendance. Et il faut rappeler aussi que quand de Gaulle arrive au pouvoir, fameuse phrase « je vous ai compris » aux Algérois, il arrive en principe avec l'idée assez arrêtée de préserver l'Algérie française. Et que, d'ailleurs, beaucoup de monde dans son camp lui a reproché d'avoir, Jacques Soustelle notamment, lui ont reproché d'avoir complètement tourné kazakh. Bon, c'est le pragmatisme de l'homme d'État, ça. Mais voilà, on a de la part d'Auriol et de Coty des personnages,
un petit peu méprisés par l'histoire et qui en fait ont été des grands présidents. Alors un personnage, mais tu l'as déjà cité, hein, qui a laissé une trace mémorielle importante et pas du tout proportionnelle à la faible durée de son gouvernement, c'est Pierre Mendès France, bien sûr. Oui. Hein. Alors on aurait pu déjà effectivement l'évoquer par rapport au général de Gaulle. Tu as très bien montré que de Gaulle incarnait avant tout la patrie plus que la République. Il est venu plus tard. Mais il y a deux personnages, enfin, peut-être plus même, mais principaux qui lui accordent cette légitimité républicaine. Il y a Léon Blum, hein, et il y a Pierre Mendès France qui le rejoint très tôt à Londres. Qui le rejoint très tôt. Et qui est très proche, qui est ministre du général de Gaulle à la Libération, pour lequel d'ailleurs de Gaulle a une immense estime. Lorsque Mendès France arrive au pouvoir, de Gaulle lui reconnaît l'ardeur, la vigueur, la valeur. Et dans la bouche du général de Gaulle, ça devait lui brûler véritablement les lèvres, hein, de reconnaître ça à quelqu'un qui allait prendre en main les destinées d'un régime qui était à l'opposé des idées du général de Gaulle. Donc il y a vraiment un respect mutuel entre les deux hommes. Le rêve de François Mauriac, ça aurait été de les associer, lui qui avait été à la fois mendésiste et gaulliste. Et alors, en revanche, au moment où de Gaulle, à la suite de la crise du 13 mai, enfreint, selon Mendès France, les règles de la légalité républicaine, alors là, Mendès France, lui, veut rester fidèle à sa conception de la République parlementaire. Et là, il ne suit plus de Gaulle. Il considère que de Gaulle a fait une sorte de... Il dit l'Assemblée s'est couchée devant le général de Gaulle. Il ne suit plus le général de Gaulle dans son projet. Preuve de cette intégrité qui était celle de Mendès. Parce que si Mendès avait dit « OK », il était de facto pris comme ministre d'État par le général de Gaulle et devenait, j'allais dire presque sans doute, le pilier du gouvernement. Et peut-être le successeur. Et par intégrité, par intégrisme républicain, fidélité au système parlementaire, Mendès France n'a pas suivi, est devenu ensuite au PSU, socialiste, et a été soigneusement écarté par Mitterrand pour devenir l'homme de la gauche. Avec l'impasse, hein, dont on se souvient effectivement de la présidentielle de 69, cet improbable ticket avec un autre Gastounet, le maire de Marseille. Gaston Defferre. Gaston Defferre, et les 5%... qui ferait presque de Léo Hamon, non, de Benoît Hamon, un bon candidat au présidentiel. Bon. Alors on arrive bien sûr à De Gaulle, on en a déjà parlé. De Gaulle, cette incarnation, alors là, pas du tout avec la proximité, là, on est très très loin de Chirac, mais en particulier un instrument qui est bien connu, mais que tu nous décris avec délectation, et on la partage, c'est les conférences de presse, bien sûr. De Gaulle n'a pas besoin de la proximité, puisqu'il a la légitimité de l'histoire. Il a ce prestige qui, d'emblée, le met au-dessus des autres, y compris d'ailleurs dans sa prestance, il faisait presque 2 mètres. Enfin, ça joue tout ça dans cette hauteur qui était la sienne par rapport à son rapport au public. Avec quand même cette idée de l'appel au peuple et cette idée du contact direct, le bain de foule. C'est-à-dire que le général de Gaulle renoue avec une pratique qui était celle de Napoléon III, par exemple, et des monarques de l'Ancien Régime, hein, le toucher des écrouelles, hein, ou toucher le monarque, et vous en êtes quelque part sanctifié, auréolé. Et donc le bain de foule est quelque chose de très important. Et puis, comme tu le dis, il y a cette conférence de presse en majesté, hein, où il est là face aux journalistes qui sont en contrebas, avec à sa gauche... Un peu comme ici, en fait. Un peu c'est ça. Mais c'est une situation très agréable. À part que tu réponds vraiment aux questions, toi, tu les inventes pas, en fait. Je ne sais plus quelle était la formule. Donnez-moi des questions à mes réponses. C'était à peu près ce que disait le général de Gaulle. Très caricaturé, le canard enchaîné qui monte la cour autour du général de Gaulle en Louis XIV, parce que c'est la restauration de l'État, de l'autorité de l'État. Mais effectivement, il y a une incarnation là qui est finalement qui coche toutes les cases, parce que le patriotisme, c'est évident. Le 18 juin, la résistance, le rassemblement, c'est le fondement même de la démarche politique du général de Gaulle, qui ne se veut ni à droite ni à gauche. Hein, et à droite et à gauche, déjà. Hein, c'est ça, le général de Gaulle. Il faut bien voir. Il est de facto rejeté à droite parce que la gauche s'oppose à lui, mais le projet politique du général de Gaulle, c'est un projet de rassemblement, qui ne se considère pas comme un homme de droite. Et d'ailleurs, aux premières élections de 58, il y a beaucoup de gens de gauche qui ont voté pour les candidats gaullistes. Bon,
ce qui a fait leur succès. Mais donc il y a ça, il y a le patriotisme, il y a le rassemblement, et puis il y a le rêve, l'idéal. Ça, c'est très important. Le général de Gaulle est peut-être le dernier homme politique qui a fait rêver la France. Alors il l'a fait rêver sur un fantasme, hein, qui est celui de la France comme grande puissance. La réalité, c'est que quand de Gaulle arrive au pouvoir en 1958, la France n'est déjà plus une grande puissance. Il y a 2 grandes puissances, 2 grands blocs, mais quand même, il réussit avec sa politique d'indépendance nationale, en tirant à l'occasion les oreilles des Américains, leur disant, discours de Mexico, vous n'avez pas à contrôler le continent sud-américain, en disant au Québec, vive le Québec libre, ce qui était vraiment une sorte de camouflet pour les États-Unis, et pour le Canada qui en était un peu l'excroissance, j'allais dire. Donc le général de Gaulle continue ce rêve de grandeur, avec les grands projets, la Caravelle, le Concorde, etc. Bon, il y a véritablement là quelqu'un qui continue à faire rêver ce qu'il appelait le grand dessein. Le grand dessein gaulliste, c'était très, très important à ses yeux, et on pouvait y croire encore. On pouvait y croire. La France perdait son empire colonial, la France devenait une puissance, je le répète, moyenne, mais on pouvait y croire. Et après le général de Gaulle, comment voulez-vous maintenir ce rêve quand vous n'êtes plus à la hauteur de cette histoire? Vous n'avez plus ce prestige d'un des 4 ou 5 grands hommes du XXe siècle. Il y avait de Gaulle, Roosevelt, Churchill, Mao Zedong, Staline, hélas, bon, et puis les autres. Mais voilà. Et pourtant, Jean, tu montres très bien que Pompidou, qui est l'un des personnages très intéressants, alors d'ailleurs des 2 livres, pour des raisons très différentes, Pompidou réussit ce miracle, en fait, d'incarner et d'être le successeur, alors que tout le monde disait le régime est taillé pour le général de Gaulle. Vrai. Et alors, allusion au 2e livre, l'affaire Markovitch, bien sûr, qui est certainement l'une des affaires les plus ignobles de toutes les républiques confondues, puisqu'on atteint, alors celui qui n'est pas encore président de la République, qui n'est plus Premier ministre. Pour l'empêcher de devenir. Pour l'empêcher de devenir. Et bon, il a gardé d'ailleurs beaucoup de sympathie pour Couve de Murville, toute sa vie. Couve de Murville, René Capitan, tous ses amis là, utiliser l'affaire pour l'affaiblir. Qui ont terni l'image de sa femme, et de manière vraiment atroce. De manière atroce, puisqu'il y avait des montages photographiques qui montraient sa femme dans des orgies, des sortes de parties fines organisées par le fameux Markovic, qui avait été le garde du corps d'Alain Delon et qui avait été assassiné. Et tout ça était évidemment totalement truqué, totalement bidon. Et Pompidou était mortifié qu'un certain nombre de ses soi-disant amis gaullistes lui aient caché la vérité, les laissé un peu s'enferrer dans cette histoire, y compris le général de Gaulle. Le général de Gaulle qui avait une double réticence face d'abord à celui qui pouvait devenir son successeur. Les grands hommes ne supportent pas qu'on leur succède, ça c'est clair. Et deuxièmement, il trouvait que Georges Pompidou, j'en parle beaucoup dans l'histoire érotique de l'Élysée, aimait un peu trop, je dirais, le showbiz, le bling-bling. Bon, même c'était très loin de Nicolas Sarkozy. Ah oui. Mais Pompidou aimait être entouré d'artistes, d'acteurs de cinéma, etc. Et ça, c'était un monde que le général de Gaulle refusait totalement. Et Tantivonne aussi. Et Tantivonne aussi. Vous savez que, ça c'est ce que je montre dans l'histoire érotique de l'Élysée, Tantivonne refusait de recevoir à l'Élysée, en tout cas dans un cadre privé, refusait de recevoir ceux qui avaient des doubles vies. Des divorcés. Louise de Villemorin. Morin avec André Malraux, Olivier Guichard avec la journaliste Daisy de Galard. Olivier Guichard, qui était pourtant fidèle des fidèles du général de Gaulle, avait été son secrétaire, etc., n'a jamais été reçu à l'Élysée parce qu'il avait une maîtresse. Une maîtresse officielle. Daisy de Galard était déjà assez âgée. Dim dam dom. Tout ça ne passait pas. Mais alors, tout ça n'empêche pas cette prolongation de l'effet d'incarnation chez Georges Pompidou, qu'il doit peut-être à l'authenticité du personnage, à son rapport avec la France profonde, native du Cantal, avec aussi la hauteur de vue qui était la sienne. Grand intellectuel. Voilà, de Gaulle, Pompidou, c'est quand même l'intellectuel, c'est l'homme qui cite Éluard lors d'une conférence de presse, en parlant du cas de la pauvre Gabrielle Russier, qui s'était suicidée
qui était morte d'amour, eh bien, c'est quelque chose la hauteur de Georges Pompidou est quelque chose qui a permis de prolonger finalement cet effet d'incarnation. Et puis alors, grande originalité, et surtout par rapport à ce livre-là, et tu le montres bien, Georges Pompidou, Claude Pompidou, certainement le seul couple très amoureux et durable, y compris à l'Élysée. Il y en aura eu deux, pour l'instant, sur la cinquième, c'est le couple Pompidou, alors le couple de Gaulle, quand même. Oui. Si on a prêté à De Gaulle. Et peut-être moins fusionnel. Moins fusionnel. Couple fusionnel, comme le couple Macron. En fait, on retrouve ça chez le couple Macron, cette idée de fusion. Alors, ce qui est très intéressant avec le couple Macron, c'est l'inversion temporelle, c'est-à-dire une femme beaucoup plus âgée, c'est-à-dire un effet de, comment dirais-je, à la fois de sagesse, d'expérience et presque de supériorité attribuée à la femme, ce qui est très intéressant pour l'image symbolique qu'on se fait du couple et que la société française se fera maintenant, je pense, d'un couple. Oui, parce qu'au-delà des anecdotes, évidemment, qu'on a peut-être un peu trop évoquées, en fait, ce qui est très intéressant, et tu le dis bien dans ton introduction, c'est que c'est une sorte de biais ou de prétexte, les anecdotes, les affaires, etc., pour revisiter finalement la relation de la société française au couple, au genre, etc., des questions extrêmement contemporaines. Tout à fait, les relations d'abord de l'homme de pouvoir à cette sorte de toute-puissance que confère la toute-puissance politique et qui se transfuse, j'allais dire, dans le champ de la séduction érotique ou de la séduction toute sentimentale aussi, parce qu'il y a beaucoup de sentiments dans ces histoires érotiques que je raconte. Mais il y a quelque chose de très frappant à ce propos, c'est que finalement, les présidents de la Troisième République dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient des présidents sans beaucoup de pouvoir, très très peu finalement ont eu des maîtresses ou des aventures érotiques justement chargées. Bon, à part, je vous ai dit, Jules Grévy, quand on dit qu'il avait une relation avec la femme de son gendre, la sœur de son gendre. Adolphe Thiers, mais ça c'est au tout début, c'est presque un reste d'Ancien Régime. Et puis Félix Faure. Bon. Mais à part ça, ce sont tous des gens qui ont une vie pépère. Vous voyez, une vie exemplaire. Voilà. Pas pépère, mais exemplaire. Et alors, ce qui est très troublant, c'est de voir que les présidents de la Ve République, c'est pas du tout ça. Je veux dire que Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, quand même des grands séducteurs, des coureurs de jupons. Je sais que j'en parle dans le livre. Je donne des détails et même des scoops. Bon, bref. Et pas vraiment des scoops. Enfin, je creuse le sujet. Beaucoup aiment les journalistes. Beaucoup aiment les journalistes. Beaucoup aiment les journalistes. Et moi, je vois un rapport entre l'exercice de ce qu'on appelle depuis De Gaulle la monarchie républicaine, cette toute-puissance du président sous la Ve République, confrontée à ces présidents de la Troisième et de la Quatrième d'ailleurs, parce que Auriol et Coty aussi avaient des vies familiales très très rangées. Dieu sait que Madame Coty était très appréciée par les Français. Et elle meurt à l'Élysée. Elle est morte à l'Élysée et ses obsèques ont été vraiment un deuil national. Une brave dame qui aimait beaucoup faire la cuisine, qui s'occupait de ses petits-enfants, enfin une mamie exemplaire. D'ailleurs sur elle-même. Beaucoup d'humour, une mamie exemplaire. Et il y a quand même un lien, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est la toute-puissance politique qui confère une toute-puissance érotique, ou est-ce que c'est le fait que ces hommes, pour conquérir le pouvoir, ont en eux quelque chose justement de séduisant et une sorte de frénésie et d'appétit de conquête? Ça, on peut prendre les choses dans les deux sens, mais il y a vraiment un lien. D'autant plus que si vous regardez ceux qui avaient le véritable pouvoir, donc sous la Troisième République ou sous la Quatrième, alors eux, ce sont, comme nos présidents de la Cinquième, des coureurs de jupons invétérés. Je veux dire que Clémenceau, Gambetta, là, ce sont vraiment des hommes qui aiment les femmes, dans tous les sens. Je n'ai pas dit dans toutes les positions, mais qui ont vraiment des appétits de séduction. Donc il y a un véritable lien entre l'exercice réel du pouvoir politique et cet exercice de séduction, est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre notamment. Alors on va terminer et vous donner la parole bien entendu très très vite, mais peut-être un mot quand même sur Mitterrand, parce qu'il y a un paradoxe Mitterrand. Alors Mitterrand bien connu évidemment, mais tu le montres bien dans sa pratique, dans sa manière d'incarner la fonction, c'est le plus gaullien.
presque jusqu'au mimétisme. Ah oui, 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 ça c'est une évidence. L'obsession. Celui qui avait le plus combattu le général de Gaulle, qui avait publié en 1964 le coup d'État permanent pour dire à quel point le régime du général de Gaulle était une dictature, qui comparait à celle de Napoléon III, et même pire que Napoléon III, eh bien, lorsqu'il devient président, reprend exactement tous les codes de cette monarchie républicaine, et même les pousse à l'extrême, parce que dans son comportement très pharaonique, la cour qu'il entretient à l'Élysée, et dont je parle aussi dans le livre sur l'histoire érotique, même dans ses comportements amoureux de monarques, qui sont des comportements... avoir une double vie, une maîtresse officielle, comme Louis XV avait la Pompadour, par exemple, mais Louis XV se faisant d'ailleurs désigner, j'en parle aussi dans le livre, par la Pompadour, les petites jeunes femmes qu'il allait pouvoir séduire. Alors, c'était pas le cas de Anne Pinjot. Pinjot, elle lui a fait un enfant. Déjà oui, mais juste précisément, et tu dis, Mazarine, excusez-moi l'expression, mais bâtard légitimé, c'est la monarchie. On est dans un contexte tout à fait monarchique et qui ramène à cet exercice du pouvoir, mais aussi à cette incarnation. C'est-à-dire que Mitterrand réussit à être à la fois quelqu'un qui rassemble les Français, notamment lors de sa deuxième élection. Il est vraiment... c'est la génération Mitterrand. C'est une campagne construite sous le thème du rassemblement. Il est aussi quelqu'un qui incarne une forme de patriotisme. N'oublions pas l'expédition, la guerre d'Irak, en 1991. Il n'a pas hésité à lancer la France dans cette première guerre d'Irak aux côtés des Américains et des autres. Et puis il est aussi quelqu'un qui est un président du rêve, parce que, alors là, c'est en 1981, il est quand même quelqu'un qui amène la gauche au pouvoir, qui fait rêver d'un monde nouveau. C'est la fête de la Bastille, c'est la fête du Panthéon, la cérémonie du Panthéon organisée par Jack Lang, c'est la chanson de Barbara, un homme est venu, donc, la rose au poing, etc. Il y a vraiment là quelque chose qui est de cocher les codes de toute cette histoire d'incarnation, de ces légendes d'incarnation républicaine. Et c'est vrai qu'après Mitterrand, on n'a plus retrouvé cette capacité. Chirac, lors de son discours du Veldiv, à un moment donné, il a su incarner, être un peu à la hauteur de cette incarnation républicaine, des principes, des valeurs qui conduisent à bouleverser un petit peu le cours de l'histoire. Et à la mort de Mitterrand. Et à la mort de François Mitterrand, exactement. Très beau discours. Très beau discours là aussi. Et puis aussi lorsqu'il refuse évidemment la deuxième guerre d'Irak, l'intervention au Koweït en 2003, par Villepin interposé, mais c'est quand même Chirac qui est derrière. Donc là, à quelques moments comme ça, et je dirais, pour continuer dans ce que j'appelle la désincarnation, c'est-à-dire ce qui a suivi Jacques Chirac, il faut reconnaître que Sarkozy, au moment de la crise financière de 2008, François Hollande, au moment de l'intervention au Mali, et surtout des attentats terroristes de 2015, se hisse là aussi au niveau de cette grandeur républicaine, puis il retombe très très vite dans les outrances, soit de la présidence bling-bling, soit de la présidence normale, qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un président de la République. Bon, est-ce qu'il est encore possible aujourd'hui d'incarner, ça c'est la question que je pose à la fin du livre, dans une société qui est totalement, le livre de Jérôme Fourquet, l'archipel français, société qui est totalement désarticulée, qui ne se reconnaît plus dans un idéal commun, en fait, c'est ça. Tout est là, tout le problème est là. C'est comment voulez-vous vous reconnaître dans un homme si vous ne vous reconnaissez pas dans des valeurs communes et dans une identité commune, dans une histoire commune, dans des réflexes communs, dans des symboles communs. Il y a toute une partie des Français qui ne se reconnaissent plus dans la Marseillaise. Bon, donc vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qui font que c'est aujourd'hui devenu très difficile, ce qui explique qu'un président de la République soit au fond l'élu de 25%, 30% des Français, et qu'on soit dans une forme de présidence Kleenex où très très vite, après l'état de grâce, vient l'état de disgrâce. Mais ça, c'est encore une autre question que j'ai abordée un peu dans la conclusion du livre. Oui. Ce qui est très frappant dans cette désincarnation contemporaine que tu évoques, là, les deux quinquennats, effectivement, parce que le passage au quinquennat a joué son rôle aussi. C'est pas le même temps, voilà, il n'y a pas le même recul, effectivement, qu'avec le septennat, donc de Sarkozy et de Hollande. C'est que, et c'est frappant ici à Orléans, c'est les deux seuls présidents qui n'aient pas compris l'importance d'incarner la République au fait de Jeanne d'Arc. Exactement.
Exactement. Donc le récit, etc., ce que Macron a compris avant d'être candidat. Mais oui, en 2016. dans ce rituel qui est un rituel au fond républicain, qui est devenu un rituel républicain, et d'autant plus que c'est un rituel que l'extrême droite a souvent essayé de capter, et que de moins en moins d'ailleurs, enfin qu'elle est réussie de moins en moins, il y a quelque chose qui fait partie justement de cet inconscient collectif qui nous rattache à des valeurs, à des symboles. Et là, effectivement, on voit très bien, c'est pas le seul exemple, mais à quel point ils n'ont pas compris la valeur de ces références. Merci beaucoup. Donc peut-être quelques questions ?